Eh bien bonjour, bonsoir, salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Riger. Donc je fais une chaîne YouTube sur des vidéos One Piece. Vous avez peut-être pas encore eu l'habitude de voir ce genre de vidéos, ce genre de choses, mais c'est une hypothèse. C'est la mienne, c'est la mienne. Si je précise cela, c'est parce que de votre côté, derrière l'écran, derrière votre ordinateur, au-dessus de votre clavier, vous avez vos propres hypothèses. Il va donc forcément y avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec moi et d'autres qui le seront totalement. One Piece serait beaucoup moins intéressant à partager avec vous tous si finalement on avait tous la même façon de penser, les mêmes idées, les mêmes impressions. Ce serait ennuyeux, faut le dire au bout d'un moment. Donc, je vous invite à mettre un commentaire si jamais vous avez vos propres idées, vos propres impressions, que vous soyez d'accord avec moi ou que vous ne le soyez absolument pas. Allez-y, je pars en couille très souvent, je fais des blagues de merde, je deviens schizophrène de temps en temps, je peux d'un coup comme ça te parler d'une idée, d'un coup faire putain mais ferme ta gueule podo, qu'est-ce qui t'arrive? Mec, je parle avec mes abonnés, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, prends pas possession de mon corps, s'il te plaît, laisse-moi seul, merci. Merci, voilà, ça peut donc arriver, ça va peut-être vous perturber au début tout ça, parce que c'est vrai que lorsqu'on fait ce genre de vidéo avec ce genre de titre, il y a tout le monde qui va la regarder. Vous êtes prévenus, ma vidéo ça va pas spécialement être une vidéo fun, pas spécialement une vidéo très sérieuse, ça va être une vidéo qui va essayer de mélanger un peu tout ça. Ça va être des hypothèses, mais mes hypothèses, vous devez le savoir, sont plus à la limite de la fanfiction, car je pense qu'au bout d'un certain moment, il faut l'avouer que certaines de nos hypothèses sont sorties de notre imagination, ou le fait de voir une certaine page, une certaine chose dans One Piece, nous fait encore plus travailler cette imagination. C'est Oda qui est à l'origine de tout ça, et pour ça je l'applaudis franchement. Être capable, avec un mot, un dessin, une phrase, un personnage, être capable de nous faire poser tellement de questions et de faire travailler tout comme lui sa propre imagination pour essayer d'expliquer tout cet univers fantastique qu'il a créé, c'est juste magnifique. En tout cas, voilà, sur cette chaîne YouTube, vous allez trouver d'autres fans de One Piece. Donc, je vous souhaite une bonne vidéo, et à tout de suite. Et il faut que tu saches une chose, je suis le capitaine Riger, et t'es qu'un moussaillant, peu importe qui t'es mon pote. Seiki o wasure Joy Boy no Bokeno. Tu l'as attendu celle-là, hein, depuis le temps que j'en parle. Tu t'es dit que c'était un gros mytho, qu'en fait j'en avais pas. Eh ouais, c'est ce que tu t'es dit, hein. Eh ouais. Et donc, bonjour, bonsoir et salut à toutes et à tous. Ici Riger. Je ne suis absolument pas défoncé, je parle juste lentement parce que j'adore vous faire attendre. Bien évidemment, je ne vais pas parler super longtemps, tout ça, il va y avoir un moment dans la vidéo où je vais commencer à devenir sérieux et à te parler de ce qui est écrit dans le titre de cette vidéo YouTube. Mais avant ça, j'aimerais dire une seule chose. Hier soir, j'ai mangé une pomme. Franchement, elle était juteuse et rouge, comme celle que Ryuk et Ener mangent. Ouais, elle était très bonne. Genre, je l'ai coupée en petits morceaux. Je me suis fait un petit plateau dégustation. C'était croustillant à la fois, tu vois, c'était un peu tout ça. Je me suis dit après, je rajoute un peu de chantilly, pourquoi pas. Non, ouais. Par contre, il y a un autre fruit que j'aime bien, tu sais, c'est les fraises. Tu sais, vu que je parle de chantilly, je fais le lien fraise-chantilly, si t'as pas compris pourquoi. J'aime bien leur couleur, c'est rouge, avec un peu de sucre, tu sais. Moi, ce que je fais quand j'ai des fraises et que j'ai pas de sucre en poudre, je me prends des briques de sucre, je me remplis un fond de verre d'eau, je verse dans une assiette, je mets le sucre dedans, je casse un peu comme ça le sucre pour que finalement ce soit que du sucre. Ensuite, je prends ma fraise, je trempe, je l'enroule comme ça et c'est excellent. Malheureusement, là, j'en ai pas et j'aurais bien aimé imager tout ça en vidéo. Mais bon, soyons plus sérieux. Nous allons enfin parler de Luffy au chapeau de paille.
Non, je déconne. On va parler du siècle oublié. Putain de merde, je sais que t'attends ça, je sais que tu marcelles. Mais je suis quelqu'un comme ça, j'aime bien être patient, essayer de peaufiner au maximum. Je vais d'abord vous dire, il y a beaucoup de théories sur le siècle oublié, sur la fin de One Piece, sur la volonté du dé, beaucoup de choses qu'on peut retrouver sur les sites français qui sont très souvent pris des sites américains. Je dois vous l'avouer, au bout d'un moment, beaucoup d'hypothèses que vous regarderez sur internet seront pris d'hypothèses américaines. Et nous Français finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait Français? Apparaître là derrière le cul des Américains comme ça, ah il a dit ça, mais les Français savent pas, je vais le dire, tout ça. Bien évidemment, certaines personnes expliquent très clairement ces théorie, parce que c'est vrai que finalement, nous Français, les Américains ont de très bonnes hypothèses, mais on n'aime pas apprendre l'anglais et on n'aime pas les mouches dans les vidéos. Je tiens d'abord à faire un petit bonus, un petit plus, à vous parler d'une théorie de One Piece Passion, qui va donc parler de la fameuse théorie comme quoi, à la fin de One Piece, ce serait l'apocalypse ultime provoqué par Luffy, qui détruirait Marijois, Red Line, Grand Line. Dans cette vidéo-là, moi je vais pas en parler, parce que d'un point de vue très personnel, je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais finalement la fin de One Piece est peut-être quelque chose que seul Oda sait, que seul Oda a mis en... Mais putain, t'es sérieux là? Tu reviens et tout dans ta face. Et donc finalement, cette théorie est quand même intéressante, mais ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas mon hypothèse, ce n'est pas ma théorie. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me l'envoyer. Ça va peut-être inciter sur mes propres hypothèses, tout ça, car j'ai les miennes. J'ai les miennes et j'espère que vous aussi vous avez les vôtres. Vous qui regardez One Piece depuis le début, j'espère que vous avez vos propres théories. Il est vrai que certaines hypothèses sont très pertinentes et qui ont énormément d'arguments. Mais tout au long de One Piece, ça s'est très souvent passé comme ça. Beaucoup de personnes nous sortaient des hypothèses sur tel ou tel personnage. J'en ai aucun exemple parce que franchement je m'en souviens plus. Tiré d'autres histoires, de mythologie, tout ça. Donc parfois, il est vrai que certaines personnes ont visé très juste, mais très souvent, et c'est ce que j'ai le plus vu, c'est que finalement tout le monde se trompait et Oda, avec son imagination, il a fait bon tu te calmes petit bonhomme, alors ok, ce mec qui ressemble à Hercule dans le fait, mais il va pas lui arriver la même histoire. Il va pas y avoir l'hydre dans cet épisode, hein. Il va pas y avoir le lion, il va pas y avoir les 12 travaux d'Hercule mon pote, ça s'appelle One Piece, Luffy, Zoro, Sanji, Lao, Kid, ils ont leurs propres aventures mon pote. Donc ma théorie va avant tout parler des poneglyphes, des armes antiques, des fruits du démon et de Joy Boy. Donc d'abord pour commencer, qu'est-ce qu'on sait du siècle oublié? On sait que la recherche dessus est extrêmement interdite. Donc s'il se faut, la marine elle va débarquer chez moi en mode Buster Call et tout le monde va m'anéantir avant la fin de cette vidéo. Et ils vont la poster sur internet pour vous prouver qu'il ne faut pas du tout chercher à connaître la fin du siècle oublié. On n'est pas tous Luffy les gars, on pourra pas tous survivre à un Buster Call. Putain de merde, je suis mort à cause de vous, je suis mort, vous m'avez tué, vous m'avez tué. Au plus sérieusement, alors Joy Boy est un personnage assez mystérieux. Je tiens d'abord à faire ma première hypothèse sur ce personnage, c'est que Joy Boy n'est pas son véritable nom. Pourquoi je pense ça? Eh bien parce que Joy Boy, franchement, Joy Boy, le mec il a un nom qui rime naturellement comme ça, qui fait une syllabe chacun des deux. C'est pas un prénom les potes, c'est pas un prénom les moussaillants, pour moi c'est forcément un titre. Joy Boy c'est le surnom qu'a donné le gouvernement mondial ou certains royaumes à cette personne à l'époque où il agissait. Je veux dire Joy Boy mes potes, non sérieusement Joy Boy, il y a un mec qui arrive devant toi et il te dit « Je m'appelle Joy Boy, c'est mon nom, regarde ma carte d'identité. » Tu te fous de sa gueule. Le mec qui s'appelle Garçon. Garçon. Non. Pour moi, c'est tout simplement un surnom au même titre que tout simplement le démon céleste pour Doflamingo, le démon avec du charisme, œil de faucon pour Mihawk, Mugiwara no Luffy pour Luffy au chapeau de paille. Je veux dire, tout ça, c'est pas son vrai nom, c'est un terme utilisé. C'est un terme utilisé pour lui. Pour Shanks, on a le roux. Il faut que je trouve d'autres noms. Pour Jin, pour ceux qui ont vu ma vidéo Portée disparue, c'était le démon enragé. Chirurgien de la mort pour Lao. Je veux dire, voilà, il y a Joy Boy est pour moi forcément un nom de scène. C'est un surnom qui a été donné sur sa petite prime s'il y en avait à l'époque. Si je parle de Joy Boy, c'est parce que tout simplement pour moi, Joy Boy est le protagoniste principal du siècle oublié. Le siècle oublié sera pour moi, dans quelques années, Oda va nous faire un putain de flashback ultime, le dernier flashback qu'on n'aura jamais vu, qui va nous traiter de Joy Boy et qui va répondre à toutes les questions qu'on se pose, toutes les questions qu'on n'a même pas pensé à se poser et qui va nous donner toutes les réponses qu'on attend depuis le premier mot utilisé, depuis la première fois qu'on a entendu parler du siècle oublié. Je pense que ce sera mis sous forme de flashback qui va narrater les aventures du Joy Boy et dans ces fameuses aventures du Joy Boy, finalement on aura beaucoup de révélations, beaucoup de choses et beaucoup d'informations plus mon pote. Donc avant tout, je vais vous faire un petit cours d'histoire version Riger, c'est-à-dire sans date ni nom. Les gars, le capitaine nous apprend des trucs. T'as capté la dédicace au Gardien de la Galaxie? Ouais, j'adore ce film. Dans notre monde, le nôtre, tout ce qui est moyen de transport a été créé par l'homme. Même les bateaux.
C'est genre, tu crois que le bateau, il y a un jour, il y a un gars, il a trouvé un bateau, il a fait, oh putain, cool. C'est l'homme qui a créé les bateaux. Je vous apprends rien, mais imaginez, vous, à une certaine époque, on va remonter à très longtemps avant que les bateaux soient créés. Vous êtes là, vous vivez sur une île un peu comme One Piece, vous vous baladez, vous sautillez dans les champs, vous allez cueillir des pommes ou des fraises, voilà, vous êtes comme ça, vous êtes dans votre monde. Il y a autour de vous une étendue bleue qui semble infinie. Sans les bateaux, vous êtes forcément sûr qu'il est impossible d'atteindre d'autres portions de terre. Surtout que de votre point de vue, le reste du monde, le reste qui est autre que la terre, le reste du monde, c'est de l'eau salée. C'est la mort, quoi. C'est la mort assurée. Tu te dis, même s'il y a une île de l'autre bout du monde, comment je vais faire pour l'atteindre? Je vais pas nager, il y a des requins, il y a des monstres marins, il y a des trucs comme ça. Donc forcément, dans One Piece, il y a forcément eu cette situation où, un jour, il y a eu la première personne qui a eu un bateau. Ça sonne con, j'ai envie de te dire. Mais finalement, c'est logique. Les bateaux ne sont pas là depuis le début de l'humanité. Ils ont été créés par l'homme dans notre histoire à nous. Et donc dans One Piece, il y a forcément eu cette même situation. Le premier homme à avoir eu son bateau et à partir en voyage. Eh bien, je pense que Joy Boy est cette personne. Je pense aussi que Joy Boy n'est pas seulement la personne qui a eu le premier bateau, mais qu'à cause de ça, qu'à cause de ce fait, à cause de cet homme qui était le seul à avoir un bateau, qui était le seul à voyager, il a donc été considéré comme le tout premier pirate. Il était, je pense, d'un point de vue personnel, un dé. Je pense que à partir de là, peu de personnes vont me contredire, parce que finalement, ça coulerait de source, quoi. Ça coulerait de source. Par exemple, je prends, Joy Boy a promis de revenir voir la princesse qui était Poséidon à l'époque. Il n'est jamais revenu, Luffy revient comme de par hasard, il porte un dé, ça fait beaucoup de coïncidences, je pense. Donc, Joy Boy était un dé, je m'égare. Et comme beaucoup de personnes le pensent, et j'en fais partie, même si j'ai d'autres idées quand même qui pourraient pallier à ça, parce qu'il faut toujours avoir une autre idée en tête, au cas où. Ce serait trop simple, vous trouvez pas finalement? Tout le monde sait, tout le monde dit que c'est un grand royaume, c'est un grand dé, et qu'Oda, il fait ouais, bah ouais. Ouais, c'était normal. Oda nous a surpris tout au long de cette histoire, tout au long de cette œuvre qui est One Piece. Ce serait trop simple que finalement, bang, les gars, on est tout deviné direct. Faut essayer de voir plus large, de voir plus grand. Et donc, ça pourrait très bien être un royaume de dés, et je vais rester sur ça, que les dés avaient leur île, ils vivaient sur leur propre île. Je ne sais absolument pas ce qu'a poussé Joy Boy à quitter cette île. Est-ce qu'il rêvait d'aventure, tout simplement? Est-ce qu'il voulait partir, découvrir d'autres terres? Est-ce qu'il était exilé? Est-ce qu'il était un criminel qui n'avait plus le droit de rester sur l'île des dés? Je ne sais pas ce qui a pu pousser Joy Boy à quitter son île, mais le fait est qu'il a voyagé, pour moi, à travers tout Grand Line, et peut-être même le monde entier. Si, comme je le pense, Joy Boy a bien été cet homme à créer son premier bateau, il a forcément pu prendre du temps, donc le fait d'être exilé n'est peut-être pas exact. Mais Joy Boy était pour son époque un visionnaire. Il faut savoir que dans l'histoire, c'est vraiment passé comme ça, surtout en Europe centrale, on pensait que la Terre était plate. Je vous apprends rien. On pensait que la Terre était plate et que l'océan avait une fin un jour. Il est donc possible que Joy Boy soit considéré tout simplement comme un fou à parler de ses rêves, et si on allait voir d'autres îles avec d'autres personnes, faire ami avec tout le monde, peut-être que c'était vraiment un rêve d'aventure pure et dure, que Joy Boy n'avait aucune mauvaise intention et qui souhaitait juste voyager à travers le monde, être libre. Et comme on sait dans One Piece, comme ce que je peux vous dire peut avoir rien et peut être justifié, on sait que dans One Piece, d'après Luffy et d'après beaucoup d'autres pirates, être un pirate, c'est être libre. Donc si Joy Boy rêvait de liberté et d'aventure, il est tout à fait logique qu'il ait très bien pu être un pirate. Bien sûr, dans ces conditions-là, il faut penser, comme je le pense, que Joy Boy a bien été le premier pirate. Le premier pirate ou le premier voyageur. On peut aussi penser que Joy Boy était prêt à risquer sa vie afin d'accomplir ce rêve de voyage. Donc, est-ce qu'il était seul ou est-ce qu'il avait un équipage? Rien ne nous dit qu'il avait un équipage, mais d'un point de vue personnel, je pense que ce serait bien plus stylé que Joy Boy ait un équipage. Pas le même que Luffy a, pas le même, du style un Sandy du passé, un Zoro du passé. Après tout, pourquoi pas, ça pourrait être amusant. Mais je pense que Joy Boy avait sa petite équipe, tout ça, il a dit voilà les gens, vous voulez de l'or, de l'argent, des loves, vous en avez marre d'être sur une île de mer, dont on nous oblige à travailler, venez on devient des pirates. Allez, j'ai un bateau là-bas, au port, ouais, un port, tu sais pas ce que c'est, bah c'est là où on met les bateaux, c'est moi qui ai inventé. Là, je parle de Joy Boy comme étant quelqu'un qui a innové le monde de One Piece, mais pour quelqu'un qui a participé au siècle oublié et qui a été effacé, ça pourrait très bien être ça pourrait très bien être un homme qui a chamboulé le monde. C'est pas juste un gars qui s'est baladé, qui a rencontré une princesse, qui a fait « je suis amoureux de toi, vas-y on se revoit la prochaine fois, ouais je te laisse mon poneglyphe, tranquille ». Donc,
si on continue dans cette pensée, là, Joy Boy a voyagé, tout ça, puis au bout d'un moment, il atterrit sur l'île des hommes poissons, a rencontré la princesse et a laissé sous forme de poneglyphe une lettre qui lui était dédiée à cette princesse. Donc, d'un lien à un autre, les poneglyphes, on sait que ça raconte ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Mais il faut déduire quand même que si les poneglyphes sont là, c'est qu'ils ont été amenés ou qu'ils ont été écrits sur place. En tout cas, on peut noter par rapport au flashback qu'on avait eu avec Norland et comment il s'appelait son pote, je l'aimais bien en plus. Norland et le sauvage avec ses boulets qui dans le jeu One Piece Pirate Warrior 2 était super stylé à jouer. Là, l'ancêtre de Wiper, le mec tout puissant, il me faut son nom les gars. Karugara, si vous vous en souvenez, Karugara, ouais bon, le sauvage, avait parlé du poneglyphe, comme quoi il le protégeait, tout ça, mais qu'il avait été amené, il y a très longtemps, par quelqu'un d'autre. On sait aussi que ce flashback se passe il y a 400 ans, que les siècles oubliés se passent il y a 800 ans, et il est donc normal qu'au bout de 400 ans, on ne sait pas trop qui l'a amené. Hein, voilà, je sais pas moi, surtout dans une civilisation comme dans One Piece, voilà, on protège et puis c'est tout, on ferme notre gueule. En partant de ce principe-là, pour moi, les poneglyphes auraient un lien avec Joy Boy que j'expliquerai plus tard, j'ai d'autres trucs à dire d'abord. Donc Joy Boy, si on continue à suivre mon hypothèse, si vous êtes toujours là, qui était le premier pirate, a voyagé. Il a rencontré des gens sur des îles, des gens sympathiques qui l'ont accueilli à bras ouverts, qui lui ont fait « Ah mon pote, on croyait qu'on était seul, t'es là, il y a d'autres royaumes, ouais super pour le commerce, ça va être stylé, ça va être trop bien, du tourisme, ça fait rentrer de l'argent, sympathique. » Et dans d'autres royaumes, qui l'ont vu arriver comme ça et qui lui ont dit « Putain mon pote, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois que tu peux venir sur mon île comme ça? T'es sérieux? Tu débarques comme ça avec toute ta bonne humeur alors que moi j'ai des esclaves et tu veux imposer ta bonne humeur. Ah vas-y tu dégages, j'aime pas. » Donc Joy Boy dans son aventure s'est fait des amis, comme Luffy, mais aussi des ennemis, tout comme Luffy d'ailleurs. Mais c'est aussi très logique, c'est comme ça mec, fais-le. Tu le fais, tu voyages à travers le monde, tu verras, tu vas revenir, tu vas avoir plein d'histoires à raconter. Tu te diras, ouais, j'ai rencontré un mec super sympa, il m'a fait goûter un thé qui m'a mis dans une autre dimension. Et de l'autre côté, tu vas arriver, ouais, putain, mec, je me suis fait séquestrer dans une cave pendant 4 ans par des psychopathes qui habitent un certain pays dont même j'ai oublié le nom, qui était interdit d'aller. Je savais pas, moi j'étais un petit voyageur, ils m'ont dépouillé. Tu auras des histoires comme ça à raconter, c'est ce qui se passe dans le monde. Tout comme Luffy, lorsqu'il arrive sur une mauvaise île, il n'est pas impassible face à l'injustice ou à ceux qui considèrent ne pas être bien, et il intervient. Donc Joy Boy, c'est quoi? C'est un gars qui voyage, qui va arriver sur une île, qui va avoir des bons amis. Par exemple, on va prendre l'île des hommes poissons comme exemple, parce que c'est tout à fait ce qui s'est passé. Donc voilà, Joy Boy, porteur du dé, homme poisson. Ils ont un petit lien comme ça, petit sympathique. Puis il va sur une autre île, celle d'un des gouverneurs mondiaux. Il se passe certaines choses, il intervient, tout ça. Et donc ces royaumes-là, pack, ça devient des ennemis. Joy Boy, il porte un dé, il vient d'une autre île, il s'est ramené avec son bateau. Les dés, ce sont nos ennemis, ils veulent nous envahir, ils veulent nous attaquer. Donc Joy Boy, suite à ses aventures, il ressent un besoin, comme tous les capitaines ressentent, il veut se faire un petit journal de bord. Tu vois, genre je note mes aventures, il s'est passé ça, lui il est mort, lui il m'a attaqué, lui il a voulu nous donner à bouffer mais on a dit non parce qu'on était sympa. Il note ses aventures sur son petit carnet, puis je sais pas pour quelle raison, et je crois que je l'ai noté sur mon truc, Joy Boy est quelqu'un de visionnaire. Joy Boy, c'est une personne, si on en suit mon histoire, si on en croit mon histoire qui, je dois l'avouer, est à la limite de la fanfiction, Joy Boy, c'est un mec, il a voulu marquer l'histoire. Pour moi, le premier homme à être parti en voyage, le premier pirate à avoir rencontré plein de gens. Et comme ça n'était jamais arrivé, tout ça, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ouais, si je me fais un petit journal de bord, les gens ils vont pas le lire, tout ça, bien évidemment, tout écrit dans la langue ancienne des poneglyphes. Hein. Et donc, Joy Boy, histoire de bien narrer ses histoires, va tout simplement noter ses histoires sur un poneglyphe. Pourquoi je déduis ça? Eh bien, c'est tout simplement, pour moi, quelque chose de logique. À chaque fois que Robin a découvert un poneglyphe, ils avancent dans le sens, on va dire, des aiguilles d'une montre. À chaque fois que le poneglyphe a découvert mentionnait quelque chose qui s'était passé plus tôt. C'est-à-dire que le poneglyphe, le premier poneglyphe que Robin a trouvé, parlait de ce qu'allait parler le deuxième poneglyphe, de certaines informations qui étaient disponibles dessus. Donc, il est tout à fait clair de penser que si mon histoire est vraie, si Joy Boy a vraiment écrit les poneglyphes, qu'il a tout simplement écrit ces poneglyphes, il y a un début dans son histoire, donc il va parler, aujourd'hui j'ai rencontré princesse Shirahoshi par exemple, il va avancer dans l'histoire dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, il va noter comme ça, et il va écrire, alors suite à la rencontre avec cette princesse que j'aimais beaucoup, tatati tatata, je lui ai promis de revenir, voilà, je ne dis pas ce qu'il y a écrit sur les poneglyphes, mais c'est par exemple, ça expliquerait pourquoi le poneglyphe 1 aurait des informations sur le poneglyphe 2, partons d'une quelque chose de logique, si le poneglyphe 1 a été écrit avant le 2,
et qui raconte une histoire, il ne peut pas, une histoire qui s'est réellement passée, c'est comme si j'écrivais ma vidéo et que je te dis demain, putain les gars, il va m'arriver un truc de fou, je vais me faire agresser dans la rue. Comment je le sais? Bah je sais pas. Mais je le sens. Voilà, pour moi c'est de la logique tout simplement que les poneglyphes auraient été écrits au fur et à mesure. Ça expliquerait pourquoi ils ont tout simplement ces liens et qu'un poneglyphe n'a pas toutes les informations. Ce serait comme des sortes de pages laissées par quelqu'un. Les poneglyphes sont comme des pages que rien ne peut détruire, rien ne peut influencer. Et donc c'est tout à fait normal qu'on souhaite, tout à fait normal pour quelqu'un qui a innové, qui s'est fait des ennemis, de se dire ouais, si demain je meurs, je vais arrêter l'écriture de mon journal de bord, il va peut-être couler avec mon navire, tout ça. Non, je vais laisser mes traces sur chaque île sur lesquelles je suis passé. Et voilà, au moins comme ça, toutes les personnes du dé, tous les gens qui m'ont cru fou sur mon île, ce n'est qu'une hypothèse, je n'y crois même pas, pourront tout simplement lire mes aventures au fur et à mesure, tout le monde pourra voir que voyager c'est bien. Voilà, c'est quelqu'un qui avait que de l'humanité, que de l'envie, c'était le gentil par excellence, Joy Boy, pour moi. Ensuite, c'est vrai que sur un siècle entier, Joy Boy n'a pas forcément écrit tous les poneglyphes. Ça m'étonnerait pas que justement, étant un dé, son œuvre est perdurée, il est réussi à donner envie à d'autres personnes de voyager. Et donc, la volonté du dé serait peut-être créée grâce à ça. Je ne sais pas ce qu'est exactement la volonté du dé et j'ai pas mal d'hypothèses dessus sur lesquelles je reviendrai peut-être plus tard. Mais la volonté du dé est quelque chose de vraiment très vaste pour moi. Petite théorie, le dé peut avoir beaucoup de signification dans les mots anglais. Les mots anglais les plus frappants ont été Destiny, Determination, Daemon, ça c'est moi qui l'ai pris, Daemon, Descendant, il y a beaucoup de mots en D, Destruction, Divination, beaucoup de mots anglais, beaucoup. Do it, ça peut être tout simplement Mugiwara no do it. Voilà, Luffy, do it, Monkey, c'est le nom de fou. Ça pourrait être beaucoup de mots. Bien évidemment, certains mots ne peuvent pas être pris en compte parce qu'ils n'auraient aucune signification. Daisy. Daisy qui veut dire Marguerite. Ça ne peut pas être ce mot. Bien évidemment, par élimination et par ce qu'a fait Luffy, Ace et tous les porteurs du dé, on peut bien évidemment essayer d'en trouver une déduction logique. C'est vrai que le terme Determination serait très bien, car c'est vrai que tous les porteurs du dé ont une détermination. Mais ce n'est pas un facteur qui leur est propre, car dans One Piece, beaucoup d'autres personnes ont aussi une grande détermination. Je pense à Zoro, je pense à Sanji avec tout. Beaucoup de personnages de One Piece ont de la détermination. Donc ça pourrait pas être ce mot spécifiquement, car le mot dé doit être quelque chose de très précis seulement pour ces porteurs du dé. Donc on essaiera peut-être plus tard de découvrir ce que le dé veut dire, mais c'est pour moi, comme j'avais dit dans une de mes hypothèses, c'est avant tout une façon de penser, je pense. J'avais pensé pendant un moment que c'était peut-être des descendants d'une grande famille, mais il est tout à fait aussi possible que le dé soit juste quelque chose, une volonté tout simplement. On parle de volonté, la volonté ne peut pas être transmise seulement par le sang. Un père peut avoir un enfant qui n'a aucune volonté, même si lui en a énormément. Ça peut arriver, donc le dé ne peut pas être quelque chose, je pense, qu'on acquérit avec les gènes, qu'on est destiné forcément à avoir. C'est plutôt quelque chose que l'on obtient et qu'on peut mériter. Il y a des rumeurs comme quoi Oda aurait dit que Marshall D. Teach serait un imposteur et qu'il ne porterait pas vraiment le dé. Mais Marshall D. Teach c'est peut-être considéré comme quelqu'un qui a lui aussi le dé et qui méritait donc de le prendre. C'est vrai que finalement, juste une lettre, ça ne reste pas dans l'histoire. Les noms de famille, vous le savez très bien, vous savez par exemple que celui de votre père, dans d'autres pays c'est que celui de la mère, dans d'autres circonstances ça peut être ce cas. C'est vrai qu'au bout d'un moment, les noms de famille disparaissent s'ils ne sont pas mis, si ce ne sont pas des grandes familles qui le gardent. C'est comme, je vais penser à, attendez, un grand gars qui a marqué l'histoire, j'en ai pas, Vercingétorix. Est-ce que Vercingétorix, est-ce que rien que ces deux prénoms existent encore en tant que nom de famille pour quelqu'un? Non, parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, avec certains liens de sang ou même certains anéantissements de famille, ce qui arrive même de nos jours encore, il arrive que parfois une personne soit la dernière personne de sa famille, que malheureusement elle n'a pas d'enfant, qu'elle décède et que son nom de famille disparaît et personne n'est là pour continuer à avoir ce nom. Et donc le dé qui a réussi à perdurer, qui a réussi à rester, ne pourrait pas prendre en compte le fait que ce soit forcément un lien du sang. Marshall dit Teach, Porcas dit Ace, Gold dit Roger, Monkey dit Luffy, beaucoup trop de noms différents pour quelque chose, pour un prénom finalement. En plus le dé c'est un prénom, c'est une sorte de deuxième prénom.
Donc finalement, le dé pour moi ne serait pas quelque chose vraiment, un lien de sang qu'il y aurait entre toutes ces personnes, mais un lien de volonté concrètement, de façon de penser qui serait resté, qui aurait perduré. Mais aussi on peut penser que le dé agit un peu comme par magie sur quelqu'un qui porte le dé va forcément avoir une grande destinée. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est vrai que toutes les seules personnes qui ont porté un dé nous ont été mentionnées, mais admettons qu'il y a un gars qui porte le dé, qui n'a rien fait de sa vie, tu penses vraiment qu'on va nous le mentionner dans l'histoire? Ensuite c'est vrai que ça casserait la magie, qu'un porteur du dé ait rien fait de sa vie, mais finalement le dé c'est quelque chose que l'on mérite, que l'on a, qu'on obtient, pas quelque chose qu'on a déjà d'acquis à la naissance. Pour moi, on sait donc que Shirahoshi est une arme antique, je vous apprends rien. Mais vous trouvez pas bizarre que les hommes poissons on en pris plein la tronche à cause du gouvernement alors qu'ils avaient une arme antique? Dans la guerre qui a sûrement eu lieu durant le siècle oublié, les hommes poissons devaient être contre le gouvernement. Ce qui m'amène à penser que tous les ennemis du gouvernement présent étaient aussi des ennemis passés du gouvernement. Je parle des samouraïs. Les samouraïs sont les seules personnes qui ne font pas partie du gouvernement et qui sont considérées comme des criminels quoi qu'il arrive. Ce sont des ennemis du gouvernement. Et je rajoute sans aucun avancement pour la classe que ce serait aussi, que les géants le seraient aussi. Pourquoi ça? Parce qu'on voit que vraiment la marine, sur certains géants, elles leur font des vices. Ils essayent de les manipuler. Les géants seraient apparemment moins intelligents que les humains, moins fourbes et croiraient tout ce qu'on leur dirait, un peu comme les tontatas. Le gouvernement qui est quelqu'un de fourbe, qui a masqué tout un siècle oublié pour pas qu'on sache sa véritable origine, pourrait très bien, même tous les géants là, qui sont dans la marine, auraient très bien pu les façonner, les convertir à leur pensée. Après tout, dans l'histoire que je raconte, Joy Boy, ah mon nez me gratte, je touche quelque chose, mon nez me gratte, c'est un signe mon pote. C'est vrai que si Joy Boy, dans mon histoire, qui est quelqu'un de très jovial, très humaniste, rencontre les gens, il va vite se les faire amis, il va vite obtenir leur respect et va rester très sympathique avec eux, très franc tout le temps, comme Luffy peut l'être parfois. Par contre, les ennemis de Joy Boy pourraient être fourbes, pourraient être malveillants et vouloir désirer certaines choses. Après tout, c'est vrai que finalement, les géants, eux aussi, ils en ont pris plein la tronche depuis un certain temps. Pendant l'histoire, je veux dire, je parle de là des deux potes qui gardaient la porte de... Oh, j'allais dire Marineford, qu'est-ce que je suis bête. d'Enies Lobby, on leur a menti en leur disant que leur capitaine avait été emprisonné pour les garder sous leur ordre. Il est possible que beaucoup de géants de la marine soient finalement dupés. On peut le voir avec Aoras G, vous savez le géant, le pote à Robin, qui s'est finalement retourné contre le gouvernement. C'est donc finalement était peut-être un indice comme quoi lui aussi qui porte le dé. Lui aussi porte le dé. Un géant qui porte le dé. Même si je pense que Oda va sûrement nous réserver quelque chose qui va beaucoup me contredire lorsqu'on verra enfin Elbaf, l'île des géants, avec une aventure et un arc dédié. Parce que je pense que ça arrivera. On nous en parle depuis Little Garden. Il va forcément avoir un moment où Luffy et Usopp vont rencontrer tous les géants du monde. Ensuite, voilà, je parle des armes antiques, tout ça, et de tous ces liens que Joy Boy aurait pu avoir, et aussi d'une guerre. Donc je pense que durant cette fameuse guerre qui aura permis, qui s'est malheureusement terminée sûrement par une victoire du gouvernement mondial, on peut déduire ça par rapport aux actes présents si il y a bien eu une guerre durant le siècle oublié. C'est vrai, on voit des guerres de partout dans les mangas, mais ce serait très plausible pour moi, personnellement. Joy Boy était le chef de cette alliance, le chef des méchants, voilà, des méchants, parce qu'on en parle comme des méchants, et d'ailleurs ce terme-là, je compte le reprendre plus tard pour une autre théorie que j'ai par rapport au siècle oublié, mais on les voit comme des méchants. Joy Boy aurait été le chef, pas forcément le roi, en tant qu'innovateur, en tant que quelqu'un de voyage, c'est la personne qui connaît le mieux les mers. C'est donc tout à fait normal que tout le monde l'aurait suivi, même l'aider, afin de l'accompagner dans cette fameuse guerre du siècle oublié. J'en viens maintenant, après avoir fait quelques petits indices plus tôt, au fruit du démon. Donc, comme vous avez pu voir dans mon hypothèse, je pense que le monde de One Piece a été chamboulé par cette action de Joy Boy. Que le monde de One Piece n'était pas le monde actuel du présent, mais que Joy Boy l'a amené à ce qu'il est maintenant. C'est-à-dire avec tout ce qui est vraiment fantastique, toutes ces histoires de fruits du démon, je pense que ça a un lien justement avec le siècle oublié et avec Joy Boy. Il m'est arrivé de me dire que le dé signifiait Daemon. Je me suis pas juste dit ça serait stylé. C'est vrai que les dés, lorsqu'on parle d'eux, sont vus comme des sortes de monstres, des personnes dangereuses. Dans One Piece, c'est vrai que les fruits du démon, pour nous en français, ce serait logique, des démons. Mais dans One Piece, les fruits du démon sont les Akuma no Mi, c'est-à-dire qui signifie fruit du démon en japonais, mais Akuma commence par un A. Mais la langue anglaise a été très souvent vue dans One Piece pour souvent définir certaines choses. Donc Daemon, qui est le mot anglais pour signifier démon, pourrait très bien être un lien avec ça. Monkey D. Luffy. Pourquoi ne pas l'avoir appelé Saru D. Luffy? Pourquoi Monkey D. Luffy? Était-ce un indice pour nous expliquer que le D était aussi un mot anglais?
depuis le début? Connaissons-nous la réponse mais nous n'avons tout simplement pas assez bien vu? C'est tout à fait possible. Je pense que les dés étaient surtout vus comme une menace, pas seulement parce qu'ils ont voyagé, mais parce qu'ils avaient quelque chose de plus. Peut-être le Haki des rois était-il aussi, tout simplement, les seules personnes à détenir les fruits du démon. Il y a une hypothèse très célèbre sur le net par rapport à... Donc j'en étais à vous parler de la théorie comme quoi le One Piece, c'était une ancienne hypothèse qui s'est révélée être fausse, était en réalité l'arbre des fruits du démon. On a appris, bien évidemment, à Punk Hazard, finalement, qu'un fruit du démon, lorsque son détenteur meurt, il était parti, il s'était enfui dans le fruit le plus proche. Par rapport à ça, on ne peut pas seulement déduire que lorsque le détenteur d'un fruit du démon meurt, mais aussi que lorsque un objet mange un fruit du démon, on trouve finalement cet objet qui n'a aucune volonté propre, aucune existence même. Ce bâton de bois, si demain il mange un fruit du démon, pourrait se déplacer, faire certaines choses. Finalement, les fruits du démon pourraient avoir leur propre volonté, leur propre ambition, leur propre façon de vivre, comme on peut le voir lorsqu'un objet mange un fruit du démon, justement, il prend vie, il se déplace. Donc un fruit du démon apporterait la vie à quelque chose d'inerte. Mais comment faire? Comment un objet peut-il obtenir un fruit du démon? Eh bien, démon, pour ceux qui ne le savent pas, il arrive parfois que certaines personnes pensent, et qui s'est parfois avéré être juste ou impossible de prouver le contraire, qu'ils étaient possédés par des démons. Donc un fruit du démon pourrait porter son nom tout simplement parce qu'il habite réellement un démon. Comme Jabura l'a imagé à Enies Lobby, un fruit du démon, lorsqu'on en mange un, apparemment on aurait un démon à l'intérieur de soi. Donc si on mange un autre fruit du démon, il pourrait se battre, s'entrechoquer et finalement faire détruire le corps. Ensuite, il est peut-être possible, comme Marshall dit Teach, de pouvoir avoir plusieurs fruits du démon. On peut expliquer ça par rapport à son fruit des ténèbres, qui le rend finalement indestructible. Il le précise très bien lorsqu'il prend ses 2 lances de feu à l'intérieur, que finalement le fruit Logia des ténèbres ne change pas la structure du corps de son possesseur, mais finalement il peut contrôler des choses et finalement être peut-être invincible. Ça ne reste peut-être aussi qu'une hypothèse, il faudrait attendre que Barbenhord soit mis plus en avant par rapport à ça. Ou peut-être tout simplement est-ce un rapport avec le dé, comme quoi seulement une personne qui a mangé un dé peut avoir plusieurs démons à l'intérieur de soi, parce que finalement les démons, ils acceptent les dés. Mais pourquoi les démons accepteraient-ils quelqu'un qui porte le dé pour rester dans un corps? Ça reste que de l'hypothèse, je n'affirme rien même si on pourrait croire le contraire. Peut-être que les dés sont tout simplement liés aux fruits du démon, pas seulement parce qu'ils les ont créés tout ça, peut-être tout simplement, comme je le pense, que les fruits du démon ont été créés lors de l'extinction des dés, de l'extraction de ce royaume, de ce peuple, de cette dynastie, de ce que tu veux. Franchement, c'est ce que tu veux. Les dés, tu leur mets ce que tu veux. Moi, je le vois plus comme une espèce à part. Peut-être que les dés étaient vraiment une espèce à part. On a pu voir dans One Piece qu'il y avait des hommes bêtes, des personnes avec des cornes, des hommes poissons, des géants, sûrement d'autres espèces. Pourquoi ne pas penser que les démons qui abritent les fruits du démon étaient tout simplement pas avant des personnes physiques, des personnes comme Joy Boy? Cette hypothèse est peut-être farfelue pour vous, mais ça expliquerait beaucoup de choses. Ça pourrait expliquer la façon qu'a le fruit du démon, lorsque son détenteur meurt, de réapparaître quelque part d'autre. On pourrait tout simplement déduire, voilà, le détenteur du fruit est mort, et donc un autre fruit pousse. Mais ce serait quand même beaucoup trop magique, quand même. Vous voyez le délire, quoi. Genre, ouais, donc il n'en existe que un. Pourquoi il n'en existerait que un? Parce que finalement, les dés étaient des individus bien particuliers, qui avaient leur propre ambition, leur propre rêve, leur propre existence. Et une fois qu'ils ont été éteints, on trouvait refuge dans des fruits. Pourquoi des fruits? Je ne sais pas, parce que c'est plus stylé que de trouver refuge dans un bâton. Quoi? C'est la première fois que je t'entends parler. Tu aurais une volonté à toi? Tu m'aurais choisi, bâton de bois divin, de l'arbre Nook Nook. Incroyable. Plus sérieusement, cette hypothèse-là, c'est plutôt une sorte de réponse aux origines des fruits du démon. Le monde de One Piece pourrait très bien exister depuis le début avec les fruits du démon, mais comme je le pense, Joy Boy a complètement changé le monde avec ce délire de bateau pour moi, et aurait apporté donc les poneglyphes, l'alliance des dragons célestes. C'est pas moi qui le dis, c'est le manga. À cause des dés, les dragons célestes, finalement, enfin les royaumes auraient créé le gouvernement mondial pour les contrer. Toute une planète entière qui aurait chacun accès aux fruits du démon, se serait lié contre un seul peuple. Un seul peuple. Un seul peuple. Des 70 pays, 20 pays contre un peuple. Soit ce peuple avait vraiment un pouvoir immense, une technologie qui les dépassait, soit ils avaient quelque chose en plus qu'eux, soit ils étaient différents, une race bien plus puissante, une race à la limite de la divination. Peut-être qu'à l'époque, comme je le pense, les fruits du démon vivaient. Je parle de ça par rapport au fait, lorsqu'on voit
quelqu'un qui a mangé un fruit du démon, certes ça reste pour l'instant du Zohan, il arrive à se déplacer, à avoir sa propre volonté. On va par exemple prendre le plus ancien, le tout premier. Lorsque Mr. Four et Miss Merry Christmas avaient leur canon chien qui crachait des boules de feu, le chien avait été dressé et tout ça. C'est pas un canon que tu dresses, c'est le chien. Ça veut dire que le pouvoir contenu dans le fruit du démon a pu être dompté, on a pu lui parler, lui communiquer. Donc ça reste pas du pur instinct, ça reste quand même une intelligence. Ça reste une intelligence, une acceptation finalement, ça reste de la volonté, ça vient du fruit du démon. Ensuite, c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi le gouvernement mondial serait méchant. C'est vrai que, personnellement, j'ai du mal à imaginer une histoire où la personne est méchante parce qu'elle est méchante. One Piece, c'est quelque chose qui nous a prouvé quand même que les méchants avaient leur propre ambition, leur propre façon de penser, dû à des expériences plutôt. Comme on le dit, le mal qu'on fait est justifié par le mal qu'on a subi. Tout comme le bien qu'on fait est justifié par le bien qu'on a subi. Finalement, quelqu'un de méchant n'est pas méchant. Quelqu'un de méchant le devient. Mais il arrive aussi que le gouvernement mondial, même dans notre réalité, ait des ennemis. Mais parfois, vous pouvez le voir, parfois, nos ennemis ne sont pas spécialement des gens qui nous veulent porter de mal, mais des gens qu'on considère comme une menace. Les royaumes qui ont fondé donc le gouvernement mondial se seraient alliés contre les Dés parce qu'ils les voyaient comme une menace. Ils étaient effrayés tout simplement. Ils ont construit Pluton. Pour moi, ça reste le gouvernement mondial qui construit Pluton. Pourquoi ce serait donc pourquoi quelqu'un se serait retrouvé avec les plans d'une arme antique en main? On voit bien qu'il y a des armes artificielles et des armes humaines, des armes déjà créées. Shirahoshi, Pluton, des plans que les hommes peuvent mettre en scène, peuvent créer. Donc il est vrai, après tout, homme-poisson, Poséidon, lien avec les monstres marins, technologie des humains, Pluton. Et donc Uranus, c'est encore quelque chose que l'on reste à découvrir et pourrait donc avoir un lien avec cette race dont nous avons parlé, les Dés. Elle pourrait donc avoir le lien, comme on a dit, avec les fruits du démon, ou peut-être, comme je l'ai dit, tout simplement avec une espèce autre comme les géants ou comme les samouraïs qui sont aussi des ennemis du gouvernement mondial pour moi. Après, il est vrai que les géants, même moi, quand j'y repense, il y a beaucoup de choses qui pourraient contredire mon hypothèse, mais je l'ai partagé parce que ça pourrait être un twist, un retournement de situation et que je vois bien les géants du côté de Luffy. Depuis sa première rencontre avec les géants, ça s'est vraiment passé comme ça. Luffy est devenu pote avec eux et un connard s'est ramené et a mis le bordel. Le géant s'est fait manipuler. Luffy a dû l'affronter. Ça pourrait très bien être dans ce sens que depuis le début, les gens sont manipulés par les hommes qui ont leur fourberie. Donc, la troisième arme antique, comme je l'ai dit plus tôt, on va rester pour l'instant sur Momonosuke et le fait qu'il puisse contrôler les dragons, pourquoi pas. Après, ce serait répétitif avec l'arme d'Uranus, mais je tiens à préciser que les armes antiques ont donc trois choses. Il y a un être vivant qui est une arme antique, il y a la technologie qui est une arme antique, et donc peut-être que la nature pourrait être une arme antique. La nature pourrait être une arme antique. C'est vrai que ce sont ces trois points-là qui définissent la planète humaine et qu'il serait donc logique de penser que la troisième arme antique, Pluton, aurait plutôt un impact sur l'environnement, sur la nature, car ça pourrait être très intéressant. Je reste quand même dans le principe que finalement, les armes antiques sont des choses propres à une certaine race, à une certaine truc. Les hommes utiliseraient leur technologie, les hommes poissons utiliseraient leur lien avec les monstres des mers. Les samouraïs, comme je le pense pour Momonosuke, utiliseraient leur lien avec les dragons, leur rivalité. Pour moi, ça reste de la logique finalement de penser, c'est très logique, les hommes ont Pluton, les hommes poissons ont Poséidon. Certains ont une technologie de fou furieux et donc font des plans pour un navire de fou furieux, d'autres ont un lien avec les monstres marins et donc sont capables de communiquer avec eux. Les sirènes peuvent parler aux poissons, pourquoi? Par quelle magie incroyable! Ensuite, le haki pour expliquer bien évidemment beaucoup de choses, mais finalement Pluton est la seule arme antique qui ne peut pas être expliquée par le haki. Je tiens aussi à rajouter dans cette hypothèse des trois armes antiques que les trois armes antiques pourraient être basées sur les trois types d'haki. On peut voir le haki de l'armement, Pluton qui est une arme, le haki de l'observation qui permet de communiquer avec les animaux pour Poséidon qui communique avec les monstres marins, et donc peut-être que justement le haki des rois pourrait être un indice pour la troisième arme antique. J'ai du mal à voir qu'est-ce que ça pourrait être là en vous parlant comme ça. C'est un indice qui m'est venu en regardant ma vidéo et je l'intègre. Il y a quoi maintenant? Luffy arrive à comprendre les monstres marins grâce à son haki de l'observation vraiment développé, ce qui laisse encore présager peut-être un lien avec les Dés, mais le peuple qui aurait donné naissance à finalement tout ce qui bâtit le monde de One Piece. Donc, durant une période où les Dés étaient seuls sur leur île, le gouvernement mondial et toutes les autres îles, toutes les autres personnes n'avaient pas ces choses, n'avaient pas ces capacités, ou les avaient, mais ne les connaissaient pas énormément. Mais quand les Dés sont intervenus, quand Joy Boy est parti pour son voyage avec toute son humanité, il a amené finalement un monde
que personne ne connaissait, des capacités que les gens n'imaginaient pas. Peut-être que c'est le haki vient des dés. Peut-être que c'est Joy Boy qui l'a appris à certaines personnes au fur et à mesure et ensuite était dédié. Les fruits du démon viendraient des dés. Cet arbre des fruits du démon peut aussi, j'allais dire cette théorie avait été blaquée, mais elle peut très bien être vraie. Peut-être qu'à la base les fruits du démon se trouvaient seulement au royaume des dés, sur donc Woodstell, et que en les mangeant et en partant à l'aventure et en mourant au combat à certains endroits, les démons qu'ils abriteraient ou l'énergie à l'intérieur du fruit du démon, on ne sait pas vraiment ce que c'est, se serait retrouvé dans un autre fruit. Ça peut être ça, l'arbre des fruits du démon pourrait exister, même s'il n'est plus ce qu'il était à l'époque. Je vais donc intégrer encore une fois une scène en plus, parce que sur la fin, j'ai quand même le sentiment de me contredire par rapport à Pluton qui aurait appartenu au gouvernement mondial. Tout simplement, on pourrait se poser la question, pourquoi le gouvernement mondial, qui aurait, d'après moi, Pluton, pourquoi aurait-il décidé de la cacher? Il est tout à fait possible que je me trompe complètement et que ce soit aussi les dés qui aient créé Pluton. Mais le souci, c'est que Pluton a bien été mentionné lors de l'arc Water 7, dans le flashback de Franky, que Pluton était une arme pour se défendre. Donc les dés auraient pu la créer pour se défendre du gouvernement mondial, mais d'après mon hypothèse, d'après ma théorie, les dés étaient supérieurs au gouvernement mondial, ou peut-être qu'ils étaient submergés par leur nombre, et donc les dés auraient choisi de créer cette arme pour se défendre. Mais finalement, donc, les dés auraient eu les 3 armes antiques. Comment, avec les 3 armes antiques, enfin c'est de la théorie, comment le gouvernement mondial aurait pu battre les dés alors que les dés étaient surpuissants et qu'ils avaient les 3 armes antiques? Ça me paraît pas logique. L'équilibre des forces aurait été perturbé. 20 pays contre un seul pays qui a une technologie de fou. Tu prends 20 pays d'Afrique, tu les mets face aux États-Unis, ils auront le nombre qui va les battre. Je viens du Gabon. Hein. Je pense que même le Gabon, avec 9 autres pays d'Afrique, il se ferait éclater par la force américaine. Mais finalement, ces 20 pays ont trouvé quelque chose qui a permis de surpasser. Donc, soit ils ont pris possession de cette arme antique, mais je pense que le gouvernement mondial a fini par réussir à obtenir cette arme antique, quel que soit le moyen, soit par l'avoir créé, soit en l'ayant volé ou en ayant forcé certains ingénieurs des dés à le construire. Mais ensuite, pourquoi ne pas l'avoir gardé? Eh bien parce qu'ils auraient pu s'en servir à des fins vraiment ignobles, des fins qui ne pourraient être justifiées, et auraient donc préféré cacher de l'histoire, donc durant ce siècle oublié, cet événement pour éviter d'avoir un jour une révolte ou des révolutionnaires. Malheureusement, apparemment, ça n'a pas marché. Voilà, j'explique ma théorie que le gouvernement mondial est Pluton et qu'il les fait disparaître par le fait qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient être vus comme des gentils, comme les salvateurs, comme des héros. Et donc, un héros ne peut pas s'amuser à anéantir tout un peuple avec une arme antique surpuissante et en prétendant ensuite être, oui, on était des gentils. Donc voilà ce qu'il en est pour mon hypothèse. J'ai surtout tourné autour du siècle oublié et fait quelques petites hypothèses. Il y a sûrement beaucoup de zones sombres dans tout ça. Donc voilà, j'ai fait le tour de chacune de mes hypothèses en général. Je ne vais pas parler plus pour la volonté du dé, car finalement, le dé, tout ce qu'on ne sait pas, c'est la signification. Je pense qu'on sait tous finalement que volonté, c'est vraiment ce que signifie le dé. C'est plus une façon de penser que réellement une dynastie, un nom. C'est peut-être ensuite, c'était réellement, il y avait vraiment un royaume où il n'y avait que les dés, mais finalement ça reste un nom. Et dans le présent de One Piece, le dé est plutôt une sorte d'hommage à ce peuple qui a malheureusement disparu sans forcément avoir de lien du sang. Ensuite, peut-être pour conclure, comment je verrai One Piece se terminer d'un point de vue personnel. Eh bien pour commencer, je pense être d'accord, pour moi les révolutionnaires, les pirates et la marine vont avoir une grosse guerre générale. Luffy, avec tous les alliés qu'il a eu tout au long de ses aventures, va avoir sa petite team, un peu comme j'ai pensé pour Joy Boy. Les révolutionnaires seront peut-être avec Luffy ou peut-être contre finalement pour tout ça, et aussi que finalement le gouvernement mondial ait son propre groupe. Je vois bien les 3 armes antiques réapparaître lors de cet affrontement des 3 fronts, parce que franchement une guerre générale avec les 1 contre 1, ce serait super stylé, malgré le fait que Dragon soit le père de Luffy, il pourrait très bien se confronter, et je trouverais aussi le combat très justifié, parce que le père contre le fils est un combat aussi très symbolique à mettre en scène dans One Piece, je l'espère un jour. Il y a une théorie comme quoi, à la fin, il faudrait défoncer Grand Line et Red Line. Pour Red Line, je vois bien comment on peut défoncer quelque chose de terre, mais pour défoncer de la mer, ce serait très dur. Pour All Blue, je tiens à parler aussi de cette hypothèse parce que finalement, je ne peux pas faire de grande impression. Il m'est logique de penser que All Blue se trouve tout simplement sous Raftel. On a vu très bien que sur la première partie du Grand Line, il y avait l'île des hommes poissons avec l'arbre d'Ève. Et pourquoi pas All Blue ne serait pas
juste en dessous de Reverse Mountain. Parce que finalement, Reverse Mountain est un courant marin qui permet aux navires de gravir cette montagne. Mais qu'est-ce qui se passe en dessous? Qu'est-ce qui se passe en dessous? N'y aurait-il pas une grotte sous-marine qui permettrait que les quatre mers, East Blue, South Blue, West Blue, North Blue, que Grand Line ainsi que le Nouveau Monde n'aient pas un lien directement à ça ici et que ça permettrait finalement de retrouver les poissons des quatre mers. Voilà, cette vidéo ne pourrait jamais se terminer, je pourrais maintenant analyser les hypothèses des autres, trouver des liens, tout ça. Il est vrai que je n'ai pas beaucoup d'indices pour cette hypothèse, mais c'est ma façon de faire. Je ne cherche pas toujours à trouver des théories. Pour moi, Oda est une personne qui crée son histoire avec sa propre imagination. Il va sûrement faire très souvent des références à des grands peuples, à des trucs, tout ça, mais ça reste finalement des références. Les histoires de One Piece sont pour moi, elles font partie des seules histoires que j'ai vues dans les mangas avec Dragon Ball Z qui sont finalement des histoires 100% originales pour moi. Donc voilà, j'ai fait le tour de mon hypothèse du siècle oublié. J'espère qu'elle vous aura plu, du moins je le pense si vous êtes arrivé jusqu'à cet instant de la vidéo. Je vous invite à mettre un maximum de commentaires. Si vous avez été d'accord avec moi, franchement c'est bien. D'accord, ça va. Allez-y, dites-le. Si vous n'avez pas du tout, si sur toute la ligne vous dites mais ce mec il raconte de la merde, dites-le dans les commentaires. C'est pareil, ça reste votre avis, votre hypothèse, vos impressions. On a chacun les nôtres. Et One Piece serait vraiment aucun intérêt de le partager avec vous si on n'avait pas chacun notre propre façon de penser. Sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel de douche et à la prochaine pour une prochaine vidéo.